Bonjour Mickey, ressentez-vous des vertiges? Je crois que j'ai un peu la tête qui tourne. Oh, wow! Vous avez vu ça? À ce stade, je serais pas surpris que vous vous demandiez pourquoi j'ai fait ça. Salut, bienvenue dans l'analyse de sortie. Aujourd'hui, on parle de Mickey 17. Salut Nathan. C'est Mikey Barnes, Barnes. interprété par Robert Pattinson, signé Bong Joon-ho. Voilà, c'est ça qui est important. Bon, Robert Pattinson, il y a une partie des spectateurs, bonjour à tous d'ailleurs, qui vont aller voir le film parce qu'ils vont voir la grosse gueule de Pattinson et se dire hey, regarde, c'est le mec qui a fait Twilight et Batman aussi. Mais en vrai, C'est quand même plus que ça, Pattinson. Oui, bien sûr, mais c'est fait exprès. Mais l'acteur principal est un peu moins important quand même que le nom du réalisateur. Pattinson amène beaucoup de gens en salle. Il a une très grande fanbase aussi. Moi, je te parle de la pertinence du film. Non, je mets quand même un bémol. Parce que Mais laisse-moi parler là. Le film marche sur l'image de marque de Pattinson surtout aussi. Et Bong Joon-ho en joue dans son film. Non mais bien sûr, mais je parle d'un intérêt artistique, mais encore une fois c'est juste pour partir d'un avis élitiste de merde. Hein. C'est bien sûr c'est fait exprès, c'est de la caricature qui est voulue parce que évidemment Robert Pattinson c'est un choix en réalité des plus pertinents et on va y revenir juste après. Avant, de quoi nous parle Mickey 17 ? Et également, il faut savoir dans quel contexte s'inscrit la sortie de ce film. Donc, on est début 2025 et un nouveau film de Bong Joon-ho sort. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? C'est 6 ans après Parasite. Bong Joon-ho qui revient aux États-Unis tourner un film, donc c'est son 3e aux États-Unis. Il avait fait Snowpiercer en 2013, un truc comme ça, je dis pas de bêtises. Okja en 2017 et donc là Mickey 17 en 2025. Pourquoi ce retour aux États-Unis ? On va en parler. Moi, on peut déjà lancer des pistes comme quoi vraiment Bong Joon-ho s'amuse un peu à dynamiter Hollywood, mais plus globalement les États-Unis avec beaucoup de messages peu subtil, mais c'est Bong Joon-ho, voilà, c'est toujours les luttes de classe, la Silicon Valley, le conservatisme, la politique de Trump et de Musk. Je pense que ça c'est pas étranger, c'est pas étranger au film, donc voilà, on va pouvoir un peu développer là-dessus. Mais Bong Joon-ho, s'il revient aux États-Unis, c'est pas pour jouer avec les starlets, quoi. Il va se servir de ce système pour raconter quelque chose. Certes. Tu nous as pas parlé de quoi oui, de quoi ça parle de Mickey. Pas de cyclisme en tout cas. Non, ça parle de Mickey Barnes, donc interprété par Robert Pattinson, qui est donc quelqu'un de remplaçable, expandable. Donc on est en 2054, si j'ai pas de bêtises, et on suit donc ce personnage qui a des problèmes sur Terre, qui est endetté et qui donc décide de fuir dans l'espace. En devenant donc remplaçable. Son job, c'est mourir. Son job, c'est d'accepter les missions les plus périlleuses, les plus terribles, afin de servir une sorte de corporation dirigée par un ancien élu américain, qui est donc un peu une sorte de parodie, de retranscription un peu Trumpesque, voire même de Musk. Actuellement, donc c'est vraiment matrixé, mon pauvre. Non, c'est littéralement le film, c'est littéralement ce qui est raconté dans le film. On reviendra après, mais donc tu te plantes. Mais... Non, absolument pas. Si. Je crois pas. Mais continue. Non, du coup, il va avoir affaire à tout ce système. Donc il va vite se rendre compte que c'est la 17e version de lui-même, hein. Il est réimprimé à chaque fois qu'il meurt, donc c'est la 17e version, d'où Mickey 17. Et un beau jour, en revenant d'une mission qui a mal tourné, il se rend compte qu'on l'a réimprimé parce qu'on le croyait mort. Donc en fait, ils sont maintenant deux, Mickey 17 et Mickey 18. Et donc ils risquent tous les deux d'être supprimés à cause d'une loi qui n'autorise pas les multiples. Voilà. Pour en faire le petit topo du film. En ce qui concerne l'image, c'est quand même Darius Khondji, donc notamment le chef-op de Seven et de David Fincher de façon plus générale, mais il faut savoir que le compositeur et le monteur, j'ai pas les noms, mais
c'est aussi ceux qui ont monté ces 2 films précédents, donc dont Parasite. Donc c'est quand même une équipe qui est soudée autour de la carrière de Bong Joon-ho, même si c'est quand même des réalisateurs des techniciens qui sont quand même assez jeunes de ce que j'ai vu. Donc on est quand même sur une équipe qui essaye de rester de rester à la pointe et dans l'air du temps, comme tu disais, tout en gardant absolument principalement le style d'écriture de Bong Joon-ho. Parce que moi, je veux pas te mentir que si tu m'avais pas dit que c'était un film de Bong Joon-ho, j'aurais pu avoir des doutes, mais c'est pas forcément son... En fait, c'est-à-dire que les thématiques des films de Bong Joon-ho se rapprochent. Par contre, le style, en tout cas le style visuel, mis à part en fait déjà parce que tu as une scission entre ces films américains et coréens, et le ton surtout, c'est vraiment pas toujours les mêmes. Hein. Tu prends Memories of Murder et Mother et tu mets à côté de ça Okja ou celui-là, ça n'a rien à voir. En fait, il y a quand même une sorte d'évolution, j'ai l'impression. Je trouve que ça se rapproche quand même pas mal d'un Parasite en termes d'écriture et de rupture de ton, de choses comme ça. Beaucoup moins subtil. Il y a une continuité avec Snowpiercer, je trouve, qui est donc un film tu l'as vu américain. Ouais, Snowpiercer, je l'ai vu. Non, Okja, je l'ai pas vu. Okja, je l'ai pas vu, et donc moi du coup j'ai vu que Konji était sur Okja, une continuité quand même. Donc je sais pas si ça ressemble au travail de Konji sur Okja déjà. Tu l'as vu toi, Okja? Ouais, si, ça se rapproche. Après, on n'est pas du tout dans les mêmes types de paysages. Hein. C'est un film qui essaie de se faire passer pour, en tout cas visuellement, pour une utopie, donc quelque chose d'extrêmement verdoyant, joli, qui contraste avec, au contraire, un monde très froid et industriel. Donc c'est assez différent au niveau de ce que qui ça peut va rappeler effectivement Snowpiercer, du coup. On revient un peu sur ce délire, mais déjà, il y a beaucoup de thématiques communes avec Snowpiercer. Au-delà du chef-op choisi, c'est aussi un réalisateur qui distille sa personnalité à travers son image, et donc du coup qui sait ce qu'il veut. D'ailleurs, par exemple, dans Mickey 17, on a aussi une référence directe, je ne me souviens plus c'est quelle séquence, mais on voit une maison qui ressemble énormément à celle de Parasite, et on voit également aussi un passage qui est avec le pont, le fameux pont culte de la fin de Memories of Murder, que tu n'as pas vu toi du coup. Non. Honte à moi. Ça c'est juste. Non, j'ai vu à peu près. Ouais, j'ai vu la moitié de la film de. Mais du coup, pour revenir directement au casting du film, on a également dans les rôles secondaires quand même des acteurs prestigieux, hein, Toni Collette et Mark Ruffalo qui jouent les sortes de dictateurs. Mais il y a aussi Anna Maria Bartolomé qui est française. Qu'on a vu récemment. Qu'on a vu récemment sur Monte Cristo notamment. Le comte de Monte Cristo. Enfin, elle a elle est là depuis une dizaine d'années à peu près, mais là elle commence à vraiment bien percer. Donc c'est cool de l'avoir ici aussi. Aux côtés de superstars comme Pattinson, Ruffalo et Toni Collette. Ruffalo qui démontre encore une fois que c'est un super acteur, hein, notamment. Enfin, on l'avait vu récemment chez Lanthimos dans Poor Things aussi, dans des trucs où on l'attend pas forcément. Pas fan de Poor Things? Non, c'est pas ça. C'est juste que moi, Ruffalo, c'est un acteur qui ne m'inspire aucune sympathie. Et je l'ai trouvé absolument détestable dans le rôle, ce qui est le but, hein, ce qui est très, très recherché. Mais j'avais envie de... Moi, je le trouve vraiment très bon dans ce rôle. En fait. Moi, je le trouve très, très bon dans ce rôle. Bon par rapport à ce qu'on attend de lui, mais j'ai envie de le décapiter quoi. Moi je trouve que non, je trouve qu'il joue. Mais par contre c'est vrai qu'au niveau du casting, on va revenir un petit peu parce que je pense que c'est indissociable. On peut pas séparer le casting et les intentions du film. Parce que déjà, il faut savoir que on est sur un film qui, à la manière de Parasite, je pense que c'est non seulement celui qui cristallise le mieux, même encore plus que celui-là, la distinction entre riche et pauvre. Et encore, moi, je trouve que dans Parasite, même si c'est pas forcément fait avec la plus grande des subtilités à certains moments, ça reste un film qui, foncièrement, n'est pas spécialement manichéen. Je trouve, Parasite, qui diabolise pas forcément les riches, mais qui montre les travers d'ailleurs des deux côtés. Et c'est vrai que là, en termes de dichotomie, on est beaucoup plus proche de ce qu'on a dans Snowpiercer. Je tiens à préciser, moi, Snowpiercer, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup. C'est un de mes Bong Joon-ho préférés, c'est pas mon préféré, mais c'est dans le top 3, je pense. Et derrière Memories of Murder et un autre. Et le truc, c'est que là, c'est vrai que cette dichotomie, on retombe beaucoup plus sur une dichotomie américaine qu'on avait déjà aussi dans Okja.
Et donc du coup, pour exacerber ça, je reviens justement avec ce que je disais par rapport au jeu d'acteur de Ruffalo, c'est que du coup, tu as des personnages qui sont purement caricaturaux du point de vue des méchants. Et donc je vais revenir vite fait Je suis pas sûr. Si. À l'époque à laquelle on vit, j'ai l'impression de voir la télévision, de voir certains politiques, si j'ose dire, sur grand écran. Après, bien sûr, il y a l'écriture de Bong Joon-ho qui ajoute sa touche d'humour là-dessus, mais il y a tellement de choses qui sonnent vraies. Je dis ça, mais comme je te disais il y a quelques secondes, c'était déjà une écriture qui était caricaturale dans ces autres films américains. Donc c'est pas forcément typique. Oui, mais celui-là. Typiquement en 2017 sur Okja, j'ai l'impression que Bong Joon-ho sentait un peu le vent tourner. Il a eu ce flair. Sur Snowpiercer, c'était déjà très cynique, mais en 2013, il y avait déjà moins ce rapport, j'ai l'impression, comparé à aujourd'hui, etc. La politique a vraiment évolué, je trouve. Mais je trouve que là, effectivement, en 2025, on est sur quelque chose de très actuel pour le coup. Et j'ai l'impression que Bong Joon-ho a bien senti le vent tourner, et c'est pas pour rien. Après avoir tout raflé avec Parasite, j'ai l'impression qu'il soit retourné à Hollywood pour avoir des moyens qu'il voulait, et puis un peu dynamiter aussi. Donc oui, Hollywood, tout simplement. Ouais, après, non, je vais pas parler de ça tout de suite parce que ça concerne vraiment plus la structure du film, mais c'est juste pour te dire que ce que tu pointes du film n'est pas forcément faux. Par contre, c'est beaucoup trop ciblé, je pense, par rapport à ce que tu pensais. Je le pense sincèrement quand je te disais que tu étais matrixé. Bien sûr, j'exagère, mais en gros, je t'explique. Pour moi, déjà, il faut savoir, je sais pas si tu as remarqué, mais le film est adapté d'un bouquin. Donc en fait, qu'est-ce qui a été tiré de la caractérisation des personnages du livre par rapport au film? Personnellement, je pense quand même qu'il y a de la surcouche rajoutée par Bong Joon-ho, c'est assez évident. Après, c'est le but d'une adaptation. Oui, on a eu le même débat sur The Monkey. Non, mais par contre, non, mais ça, je parle pas de ça. Ouais. Je dis juste que c'est adapté, et donc du coup que le livre date de 2022, que tout ça, ça a été écrit bien avant l'élection de Monsieur D. En 2017, déjà. Oui, mais en soi, c'est pas. Non, mais après, c'est plus un climat qui change, et je pense que c'est pas du tout un film qui est. Moi, je pense que c'est pas du tout un film qui critique une personne, mais plutôt qui va critiquer en fait une dichotomie tout simplement. Non, c'est un film qui va plus parler effectivement de ce côté. Presque sectaire, ce côté un petit peu blanc ou noir, et qui va critiquer finalement là plus un camp politique, ça paraît évident que ça parle plus du côté rouge que du côté bleu, mais après encore une fois ça dépend du pays, mais le truc c'est que c'est des critiques qui peuvent être faites pour pas mal en fait de représentants politiques, ou même pas que de la politique, parce que tu as aussi un côté industriel bien sûr, mais aujourd'hui le grand capitalisme aujourd'hui rejoint ce qu'on disait, tu vois, toutes les GAFA et toute la Silicon Valley rejoint le côté républicain, donc en fait ça, tout est ciblé. Il y en a un qui a été élu. Oui, bien entendu, mais il y a 2 mois, c'était pas le cas. Oui, mais il y a toujours eu cette connivence entre capitalisme. Ça a toujours été le cas dans. Oui, donc, mais je veux dire, c'est pas étranger. Après, bien sûr, c'est un tout. C'est juste par rapport au pouvoir en place. Et pour moi, il dénonce pas spécialement. Il y a quand même les casquettes rouges avant qu'ils partent dans. Pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus général. Et d'un côté, en fait, je trouverais ça dommage de se dire. Enfin, tu vois, si Bong Joon-ho il fait oui, alors là, c'est clairement Donald Trump. Parce que le problème, c'est que du coup, tu te dirais si tu regardes le film dans 10 ans, tu te dis ah bah oui, non, mais là, il citait lui, là, précisément. Donc forcément, ça vieillit beaucoup moins bien. Ouais, mais de toute façon, un film est toujours un marqueur de son époque. Donc... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus un... Bon, là, je pense qu'on s'éternise sur cette... Non, moi, je trouve que c'est intéressant. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus à en tirer, parce que ça le film ne raconte pas que ça, mais c'est un point important, je trouve. Ça reste son style depuis... bien sûr. Style d'écriture depuis plus de 10 ans. C'est clair. Non, par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'était le choix de Pattinson, par contre. Parce que c'est un acteur qui a voulu briser son image en mille, un peu à la manière de notre ami... d'ailleurs, je les ai confondus, en fait, de Daniel Radcliffe. Je croyais que c'était lui qui était dans Swiss Army Man. Ouais, ils ont vraiment ce... Ah, et je croyais que c'était lui dans Orange aussi, mais non. Non, c'est Radcliffe. Ouais. Les deux, en fait, se ressemblent beaucoup parce qu'ils sont... Alors, non, il y a juste une grosse différence, c'est que Daniel Radcliffe, il a eu du bol, entre guillemets, et il s'est créé son image à partir de Harry Potter qu'il a voulu casser en deux, tu vois, comme Brice de Nice. Et Pattinson, c'est pas le cas. Alors, apparemment, de ce qu'il est dit, et si c'est vrai, c'est quelqu'un d'assez intelligent, c'est qu'il a fait Twilight en sachant
que quelle image il allait renvoyer de lui et quelle image il allait devoir péter. Parce qu'en fait, il voulait directement, dès qu'il est sorti de Twilight, il a voulu la détruire immédiatement, son image. Comme Daniel Radcliffe en son temps, hein, mais Daniel Radcliffe était avec pas du tout cette intention-là. Ce qui fait que dans les années 2010, alors là, j'avoue que j'ai plus tous les noms en tête. Ouais, il a tourné chez Safdie, Ouais. il a tourné chez Eggers, il a tourné chez des choses... Bon, on a déjà, ouais. Il a joué The Batman et d'ailleurs il avait un peu dynamité justement les autres Batman justement à l'ère des réseaux sociaux en disant non, je ferai pas une grosse prise de masse, j'ai pas envie de ressembler à King de Tekken et du coup je reste entre guillemets comme je suis au naturel. Il a même été chez Cronenberg, donc ouais, c'est vrai. donc ouais, non, Plusieurs fois d'ailleurs, je crois 2 fois. Dans comment il s'appelle? Enfin, bref. Ouais, non, c'était chez Cosmopolis. Ouais, non, mais il a tourné aussi chez Claire Denis. Donc non, marrant, mais il a une carrière très riche et enfin des rôles très intéressants et des bons rôles de composition. Ouais. Qui d'autre a tourné pour Cronenberg? Oui, beaucoup de gens quand même. Non, mais récemment, je veux dire. Mortensen. Kristen Stewart. Stewart aussi, ouais. Bah, c'est marrant. Ah oui, bah oui, bien sûr, le lien il est fait, oui, bien sûr. Parce que Kristen Stewart, elle a eu exactement la même trajectoire. Ouais, mais c'est effectivement, tu faisais la comparaison avec Radcliffe, Stewart, ça marche parfaitement aussi. Mais c'est marrant parce que Stewart, par exemple, alors c'était pas trop le cas de Pattinson, mais Stewart, j'ai eu cette impression il y a une dizaine d'années qu'elle était un peu détestée, tu vois, en mode. Ouais, il y a toujours eu, Et malheureusement. en fait, depuis qu'elle a shift de. Mais il y a eu un peu ça avec Pattinson aussi, hein. Oui. Je me souviens l'annonce de The Batman, Ouais, les gens. ouais, mais les Moi, je te parle d'avant. gens disaient ouais, Twilight, En machin. même temps. Alors que le gars en 10 piges, il avait quand même eu Mais non, une mais sacrée carrière. en vrai, Stewart, respect, hein. Franchement, une bonne actrice. Non, mais c'est des acteurs qui ont bien rebondi et qui, effectivement, comme tu le dis, ont su casser leur code et qui ont su en jouer d'ailleurs, hein, pour totalement tourner ça. Et donc, oui, dans Mickey 17, les deux en sont conscients. Bong Joon-ho. parlait de ça. Ouais, bah oui, Bong Joon-ho est conscient de la carrière de Pattinson et Pattinson est conscient de lui-même et de ce comment veut l'utiliser Bong Joon-ho dans le film. Et donc du coup, il passe par plusieurs états. Alors on voit principalement le Mickey 17 et le Mickey 18 qui ont des personnalités un peu opposées. L'un est beaucoup plus doux, gentil, calme et prend son temps, et l'autre est beaucoup plus agressif, voire même un peu psychopathe sur les bords. Et le truc, c'est que en fait, il joue ça de façon assez pas grotesque, mais en tout cas, il fait beaucoup ressortir tous ces sentiments de personnalité, enfin de la personnalité des Mickey différents. Et le truc, c'est que du coup, ça fonctionne super bien, en tout cas pour Pattinson. Et c'est vrai que moi, ce que je trouve étonnant aussi, c'est qu'il casse son image au niveau physique, parce que même s'il n'a pas de dégradation physique particulière, il passe son temps quand même à pas mal morfler dans le film, et surtout, il passe d'un sex symbole super beau gosse à quelqu'un de particulièrement lambda. Hein. C'est ce que j'aime avec la dualité des deux personnages, c'est qu'il y en a un qui est beaucoup plus dur, qui est beaucoup plus même magnétique, presque beau gosse, et tu le vois au niveau du jeu, franchement. C'est la voix surtout. La voix, du jeu, même du visage. Hein. Il y a un truc au niveau de la mâchoire, de la manière de se tenir debout, etc. Les deux personnages sont vraiment joués d'une manière très différente. Et c'est là qu'on voit la nuance et la palette intéressante de Pattinson, où il va vraiment sur deux spectres assez opposés finalement. Bon, maintenant, il va peut-être falloir qu'on crève l'abcès un petit peu. Hein. On va devoir parler de l'histoire en elle-même, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment parlé du fond du film. Enfin, pas vraiment du fond, mais plus des péripéties, tu vois, genre plus du plot par rapport à la story. Mais le truc, c'est la story. Mais le truc, c'est que déjà, il faut préciser que le film dure quand même 2h20 et que c'est un peu, non, je vais pas dire c'est un huis clos, mais ça se passe beaucoup en intérieur. Ouais. Et pour le coup, la durée est plutôt bien. Je me suis pas ennuyé. Je trouve ça plutôt. C'est assez. Peut-être que même, je rajouterais même peut-être 10 minutes à la fin, tu vois, genre pour le coup. Ah non, parce que la fin déjà elle s'étire un petit peu avec une scène supplémentaire de rêve qui aurait pu être mise, je sais pas. Enfin bref, en tout cas, moi je trouve que, donc en fait, de quoi parle le film, enfin en tout cas le récit parle
du personnage principalement de Mickey 17, donc du coup qui est le 17e clone de Mickey après ses 16 mises à mort précédentes, donc qu'on voit brièvement, en tout cas pour certaines. On doit en voir 4-5 je pense. Et le truc c'est que, donc tu disais, Mickey 17 atterrit sur une planète, non pas désertique, enfin si désertique de glace, Glaciaire. un désert de glace, mais glaciaire, ouais. Mais le truc, c'est que il est laissé en plan par Glenn de Walking Dead, par Steven Yeun, Ouais. qui est quand même maintenant un spécialiste un peu de ces seconds rôles un peu comiques, un peu Comique, un peu trouduc. ouais, alors qu'il est quand même un peu beau gosse, tu vois. Moi, j'aime bien ce tunnel. Et j'aime beaucoup aussi. Ouais. Et de toute façon, tous les gens entre 25 et 35 ans, je pense, ont énormément de sympathie pour Glenn, pour le rôle de Glenn. Et le truc, c'est que donc du coup, Mickey 17 va survivre grâce à l'aide des créatures qui paraissent hostiles. Et le truc, c'est que voilà, il y aura Mickey 18 qui va prendre sa place, en tout cas au début. Il a également une relation avec Masha, qui est on va dire une sorte de guerrière protectrice sur le vaisseau de Hulk, enfin de Mark Ruffalo. En fait, c'est un film qui parle quand même de la communication. Donc la communication et la mise en relation et la comparaison en fait avec, alors d'un côté avec les hiérarchies humaines et de l'autre entre différentes espèces complètement différentes. C'est-à-dire qu'on est sur des sortes de... les aliens, enfin plutôt du coup c'est l'inverse comme ils le disent à un moment, c'est assez marrant parce que le film est quand même léger parfois, souvent même. Ça reste des sortes de théropodes géants un peu scarabées avec un côté un peu Lovecraftien dans l'intérieur des créatures, parce que du coup c'est des créatures qui ont différentes tailles mais qui se ressemblent toutes, qui vont du petit machin qui fait quelques centimètres à l'énorme maman théropode, on va l'appeler, qui fait plusieurs mètres de haut. Et le truc, c'est qu'à l'intérieur, ils sont pleins de tentacules. Et ce qui est drôle, c'est qu'à la fin, on voit qu'ils ont des yeux. Ouais. Un peu comme quelqu'un qui aurait un strabisme, tu vois. Avec la vanne des yeux aussi qui explose. Ouais, c'est drôle ça fait un peu... Ouais. Mais le truc, c'est que voilà, ça parle principalement de ça parce qu'on se rend compte que finalement, nos personnages, nos protagonistes finissent par mieux s'entendre et mieux se comprendre avec cette espèce extraterrestre plutôt qu'avec les dirigeants, donc, qui sont au nombre de 2, parce que principalement, ça se passe relativement bien avec les autres personnages plus secondaires. Mais moi, je trouve que le récit, finalement, il patine un peu. Je ferai pas de blague là-dessus. Voilà. Pas mal, non, pas mal. Mais le truc, c'est que je sais pas, j'ai l'impression que le film a pas tant à dire, que justement il va mettre en place assez rapidement ce parallèle entre les dirigeants et entre sacrifiable tout simplement du personnage de Mickey. Qui va être mis à la même échelle que les créatures extraterrestres aux yeux de certains. Et c'est vrai que moi, je sais pas, je trouve que le rythme, il en pâtit pas mal. Et c'est pour ça que je te disais que pour moi, le film est, je sais pas, il est peut-être un peu long. Et c'est pour ça que je disais que je le rapprocherais d'un huis clos, parce qu'au final, il se passe beaucoup de choses en interne entre les personnages, parce que ça reste, contrairement à Snowpiercer, beaucoup plus d'ailleurs que Snowpiercer, un film social, et c'est pas forcément un film d'action, parce que même s'il y a beaucoup plus de budget, beaucoup plus de travail au niveau que sur certains de ces films coréens, je veux dire, sur les accessoires, sur les costumes, sur les armes, tout ça, sur cet univers qui est finalement quand même un peu artificiel et en fait qui est justifié par le fait que on est un peu dans le futur, parce que bon, 2054 c'est demain, on est dans le futur, on est dans l'espace, il y a un mec apparemment il a thune illimitée, parce que bon, ce qu'il a quand même à sa disposition c'est pas mal, alors que le mec c'est un politicien raté, tu vois. Mais ça c'est pas grave. Mais ce que je veux dire c'est qu'au final, ça met beaucoup sur le visuel, et c'est vrai que dans ce que ça veut raconter, ça reste assez classique, et c'est clair qu'on n'est pas... C'est pas la même originalité que Parasite, et c'est vrai que quand t'as une hauteur pareille, tu vois, dans une carrière, je trouve que le résultat est un peu décevant. Moi personnellement, c'est vrai que c'est un film qui m'a, je vais pas dire agacé, mais devant lequel j'étais pas à fond dedans, et globalement c'est une petite déception, je vais pas te mentir. C'est
le remake de Starship Troopers par Bong Joon-ho en quelque sorte. Il est Mais pacifiste. ouais, Oui, c'est déjà le cas. Hein. Starship Troopers, c'est Starship pas... Troopers, mais Mais je te mais, parle en termes de violence graphique. ah oui, bah, en fait ils le prennent sous un prisme un peu différent, mais c'est le même message en soi. Oui. Mais pour en revenir un peu, moi en fait c'est une prolongation quand même des thématiques qu'apprécie le Bong Joon-ho. Pour moi, là il va un peu au-delà. En fait, effectivement, il traîne encore un peu autour des thématiques qu'on peut ressentir sur un Snowpiercer ou sur un Parasite récemment, ou même Okja, que du coup j'ai pas vu, mais de ce que j'en ai entendu parler, on est sur des thématiques très proches. Mais là, il ajoute une nouvelle thématique qui est en fait qu'est-ce qu'un individu? Qu'est-ce que l'individu au sens propre? Tu vois, c'est presque un peu la métaphore du bateau de Thésée, tu vois. Qu'est-ce que tu retires de l'original ou qu'est-ce que tu ajoutes pour que ça reste la même personne? Qu'est-ce que... No One Piece. C'est en plus. Ouais, non, mais qu'est-ce que tu vois? Il y a une sorte de miroir un peu difforme entre les deux personnages. Et à la fin, il se passe quelque chose et on comprend le message de Bong Joon-ho vis-à-vis de l'individu. Oui. Bon, encore une fois, c'est classique et c'est peu subtil, mais ça a le mérite d'être là. Ah, j'ajoute. Et avec un réalisateur à la barre et à l'écriture comme Bong Joon-ho, je trouve ça assez agréable. Alors, bien sûr, on n'est pas sur son plus grand film. Je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, c'est peut-être son moins bon de tous ceux que j'ai vus. Donc je mets, j'ai vu tous ces films sauf Barking Dog, Never Bites. Le truc, c'est que comme on l'a dit, la photo est top. Les acteurs sont globalement au top, en tout cas de ce qu'ils ont à jouer. La réalisation est très bonne, mais le truc, c'est que moi, je trouve le film, alors pas mensonger, mais je trouve qu'il est anti-spectaculaire par rapport à ce qu'on pourrait attendre. Je m'explique. Le sujet est hyper cool, mais en fait, on pourrait s'attendre, tu sais, un peu en mode une adaptation, tu sais, d'un jeu vidéo, en mode t'as un personnage qui peut revenir à l'infini, tu vois. Comme dans Mario ou dans n'importe quel jeu. Mais tu l'as vu sous ce prisme-là, toi? Non, pas forcément, mais en fait, avec un pitch pareil, tu te dis, putain, mais ça va tourner autour de ça. Genre, il va y avoir plein de morts, ça va être intéressant, ils vont creuser un peu ce sujet-là, c'est le cas. Mais par contre, c'est vrai que c'est là où je te dis que je trouve que le film fait un peu huis clos et même est un peu avare à ce niveau-là. Là, c'est plus parce que par rapport au côté grand spectacle que Bong Joon-ho a pu donner. Hein. Ce Parasite, il y a certains passages... Même The Host, hein. Je pensais surtout à The Host, mais même... Vraiment génial. Snowpiercer, c'est complètement le cas. Après, tous ces films ont un côté spectaculaire, mais pas forcément comme on l'entend. Mais ce qui est sûr, c'est que ce film-là, tu vois... Mais c'est peut-être aussi le but, en vrai. Mais moi, en fait, je le prends comme ça. Mais pour moi, c'est conscientiser ça de la part de Bong Joon-ho d'être à Hollywood et de faire un truc vraiment... presque même le climax, il est presque anti-spectaculaire, le climax. Oui. Mais le truc, c'est il y a juste une explosion et il est presque en mode... Ah oui, vous en vouliez plus, on est à Hollywood. Non, vous n'aurez que ça. C'est clair que c'est pour voulu. Moi, c'est voulu. Ouais. Parce que au début du film, il expédie au bout de 5 minutes la plupart des morts qu'on aura le droit de voir des Mickey. Et après, ce système de clonage n'existe quasiment plus dans le film. On s'en fout, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis que moi, j'ai eu l'impression d'être un peu lésé parce que en même temps, je savais à quoi m'attendre d'un point de vue de Bong Joon-ho, mais ça, je l'ai trouvé un peu radin, tu vois, à ce niveau-là. Et donc ça joue. En fait, je trouve que le film se repose beaucoup sur ses acteurs, ce qu'il fait bien d'ailleurs. Mais du coup, ça rend le film un peu mollasson, quoi. Mollasson. Effectivement, si on retire un petit peu la sympathie de l'idée de se dire on a des versions différentes des personnages, ça reste, ça prolonge l'univers de Bong Joon-ho, mais enfin, tu vois, pour moi, c'est vrai que moi j'ai l'impression de voir une sorte de V2 de Snowpiercer. Ça me rappelle vraiment avec ce personnage principal, mais avec les hauts dirigeants qui sont très extravagants, qui ont ce truc. Enfin, ça reste. Tu sais à quoi ça me fait penser en fait, ces deux personnages. Toni Collette, elle ressemble beaucoup à Tilda Swinton de Snowpiercer. Hein. Clairement. Ou même de Okja. Moi, j'ai pas vu, mais pareil, quand je vois des images d'Okja et de Tilda Swinton dans Okja, je vois Toni Collette dans Mickey et 17. Ouais, c'est plus ou moins les trois mêmes persos, mais c'est marrant, c'est les deux Mickey, moi les 17 et 18, je viens de penser à un truc. Alors, il y aura pas grand monde, je pense, qui aura la ref, mais moi ça me fait beaucoup, ils me font énormément penser à Rudy 1 et Rudy 2 de Misfits.
dans la saison, Je sais pas, à partir de la saison 2, je crois. En fait, c'est dans Misfits, t'as des personnages qui ont des pouvoirs qui sortent un peu de nulle part. Enfin, si, je crois ils sont touchés par la foudre, un truc comme ça. Et à partir de la saison 2, t'as un personnage, en fait, il se divise en deux. Enfin, en tout cas, il est divisé en deux, ça devient des jumeaux. Et t'as Rudy 1 et Rudy 2. T'as Rudy 1, c'est le bien, et le Rudy 2, c'est le mal. Et dans la entre guillemets. Ouais, effectivement, ça ressemble. C'est pas du tout aussi caricatural que ça. T'as vraiment un personnage qui a les défauts de l'un, avec moins de qualité. Enfin, bref. Et là, c'est vrai que ça ressemble beaucoup. Bah, effectivement, là, il y a le petit côté. Il y a un petit personnage, c'est comme si tu avais le petit ange sur l'épaule et le petit démon sur l'autre épaule. Tu sais, c'est un peu ce côté-là. C'est mieux, c'est moins caricatural quand même. Ça marche bien. Mais ouais, voilà. Donc en gros, Mickey 17, ouais, vous pouvez aller le voir, mais franchement. Moi, je trouve ça très intéressant. Par contre, si vous voulez vous changer les idées vis-à-vis de ce qu'on vit actuellement, c'est peut-être pas le truc le plus. Si, en quelque sorte, parce que. Ouais, mais bon. Je trouve que allez voir Complete Unknown plutôt. C'est mieux. Voilà l'émission qui divague sur une autre actu. C'est mieux. T'as préféré du coup le film de Mangold ? Ouais, très largement. Okay, très largement. Et là, pour le coup, toi qui veux un discours qui change les idées un peu plus de gauche. C'est un film. Mickey 17, c'est un film de gauche. Hein, bien sûr. Mais c'est clair que mais c'est juste que c'est un peu anxiogène vis-à-vis de l'actu qu'on vit. Après, il y a un message d'espoir toujours, mais c'est un message qu'il a déjà exploité. Alors que c'est vrai que Complete Unknown, c'est déjà il y a une partie quand même un minimum. Je dis bien un minimum historique, même si ça reste une fiction avant tout. Bob Dylan joue très très bien avec son histoire, qui n'est absolument pas celle décrite par le film. Enfin, ça paraît évident quand tu vois le film. Mais c'est très bien. Mangold, franchement, il s'affirme de plus en plus comme un des grands réalisateurs de. Mangold, un des réalisateurs les plus sous-cotés, un des réals américains les plus sous-cotés. Revoyez Copland, chef-d'œuvre. Ouais, très 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 bien Copland. Mais du coup, maintenant qu'on a fini sur Mickey 17, on peut parler rapidement de Bong Joon-ho. Moi, je voulais quand même faire un mini aparté sur le film qui m'a le plus ému et surpris de Bong Joon-ho. J'ai cité, je crois, quasiment tous ces films, mais il y en a un sur lequel je n'ai pas du tout fait allusion, ou très peu. C'est Mother, qui est subjectivement mon préféré, qui est un film absolument magnifique. Moi d'ailleurs je l'ai vu avec moi, c'est ça qui me fait marrer, c'est qu'à chaque fois que je vois des films avec ma mère, moi je suis en mode putain c'est trop beau, et elle est en mode j'éteins la télé, je vais me coucher. Allez. Elle te laisse pleurer dans le salon dans le noir tout seul. Quasiment, ouais. Et le truc, c'est que Mother, je vais pas trop en dire plus, mais c'est vrai que c'est un film qui tourne autour d'une relation maternelle, une mère avec son fils qui a une relation quasiment compulsive. Et le truc, c'est que c'est un film qui va te montrer jusqu'où peut aller une mère pour son fils, surtout un fils handicapé qui a besoin d'aide, qui a besoin d'avoir quelqu'un autour pour et c'est vrai que c'est un film qui va dans cette direction et qui va le croquer à pleines dents. On n'est pas du tout sur un film sur une comédie, hein. Ça reste un film presque noir, un drame mêlé de thriller. Je pense que c'est le film qui ressemble le plus dans sa filmographie à Memories of Murder, qui comme si tu as suivi, c'est aussi mon deuxième préféré. Je pense objectivement ça doit être mon préféré, mais subjectivement c'est Mother, donc les deux sont géniaux à ce niveau-là, au niveau de cet aspect thriller noir un peu poisseux, un peu de la j'allais dire de la paysannerie, non, de la paysannerie de la Corée un peu reculée des années 80-90, de la ruralité, ouais. Parce que c'est un pays quand même qui s'est développé technologiquement assez récemment, un peu comme la Chine, et c'est comment dire, la fin, moi, m'a bouleversé. Je pense que ça fait vraiment partie de mes films préférés ever. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Bong Joon-ho a été beaucoup réévalué grâce à Parasite, un peu comme l'avait fait Park Chan-wook avec Old Boy, puis un petit peu aussi Mademoiselle en 2016. Ouais. Et c'est vrai que j'ai quand même cette impression que, aux yeux du grand public, mais ça c'est normal, tu vois, tu peux pas le reprocher, mais que Bong Joon-ho a été surtout découvert avec Parasite pour le grand public, ouais. Et du coup que c'est plus les productions, tu vois, américaines qui vont être beaucoup plus mises en avant. On n'a pas dit d'ailleurs que dans Snowpiercer le personnage principal c'est littéralement Captain America, ouais. Même si tu as Song Kang-ho qui a un rôle important aussi. Et le truc c'est que
Mother, je pense, non seulement c'est son film le plus peut-être le plus sous-coté, c'est aussi un des moins connus, hein, très clairement. Il n'a pas l'aura de Memories of Murder, il n'a pas l'exposition netflixienne et américaine de ces 3 productions américaines, il n'a pas l'accueil critique qu'a reçu Parasite. Ça raflait à Parasite. Il n'a pas non plus ce côté impressionnant de The Host, qu'on a pas beaucoup parlé. Qui est un petit film de kaiju. C'est pas mon préféré. Moi, mais je crois que c'est parmi les 4, c'est peut-être mon préféré, The Host. Un film très réussi. Et moi, c'est vrai que Mickey 17, c'est le seul que je mettrais dans la catégorie en demi-teinte. C'est plutôt un film sympa. Mais je pense que c'est un film. Non, pas sympa, mais. C'est un film où il faut se laisser un peu le temps d'y réfléchir aussi, je pense. Vu que là, encore une fois, du coup, vu qu'on est sur des émissions presque à chaud, on sort de séances, etc. On peut le dire. Effectivement, c'est la vie sur le coup. Moi, je pense que c'est des films quand même qui méritent, qui parfois peuvent rester un peu en tête. C'est pas comme Parasite, qui est un film beaucoup sur l'émotionnel. Là, un peu moins. Ouais, non, beaucoup moins. C'est un film, je vais pas dire c'est un film cérébral, parce que le film est quand même assez, en tout cas sur la surface, est assez manichéen. Et par exemple, c'est vraiment l'opposition totale avec Mother. Mother, c'est vraiment un film où tu peux vraiment être complètement embarqué juste par la puissance des images et des sentiments. Vraiment, surtout quand tu es proche de ta mère, alors que, par exemple, Mickey... Cette phrase était bizarre un peu. Mais Mickey 17, c'est pas le cas du tout. C'est un film, au contraire, où Bong Joon-ho fait vraiment beaucoup abstraction. Moi, j'ai l'impression que Mickey 17, c'est très froid, hein. Mais je pense que là, encore une fois, c'est voulu. Ouais. Parce qu'il y a une sorte de vouloir un peu, tu sais, déshumaniser un peu la populace, la masse. Et donc, l'émotion, elle arrive seulement vraiment qu'à la fin, pour le coup. Parce que c'est vrai que les gens sont caractérisés un peu comme la chair à canon, hein, pendant tout le film. Et petit à petit, il y a un développement qui se crée. Des fonctions, des rôles, pas forcément de la chair à canon, je dirais pas ça. Pour Mickey, oui, mais peut-être moins pour les autres. Mais effectivement, des fonctions. Franchement, le personnage. Le truc, c'est que c'est le seul expandable qu'on voit. Ça, c'est un peu bizarre aussi. Ouais, mais parce qu'on comprend que c'est un truc vraiment chaud de fou et qui est plus autorisé sur Terre. Donc, certes, mais quand même. Vas-y, excuse-moi, je t'écoute. Non, je disais que effectivement on est sur des personnages un peu fonction, mais c'est voulu encore une fois, genre le personnage de Anna Maria Bartolomei, quand elle est invitée à dîner avec le personnage de Mickey chez Ruffalo et Colette, encore une fois ils veulent l'utiliser elle, pas en tant que personne mais en tant que corps. Il y a encore le débat sur aussi tout le corps féminin, etc. Elle le dit elle-même, mais en fait, vous voulez mon utérus et vous voulez pas de moi en tant que personne, mais en tant que reproductrice, parce qu'ils cherchent à avoir une sorte de population parfaite sur cette planète. Elle est ménopausée. Hein. Désolé, hein. une sorte de population parfaite sur cette planète. Et donc, ils vont chercher ce personnage. Et donc, il y a encore un nouveau discours un peu sur le féminin. Donc... Voilà, moi je trouve que c'est quand même une proposition intéressante de Bong Joon-ho, effectivement peut-être un peu déceptif, mais c'est peut-être un peu voulu de la part du réalisateur, je pense. Je pense que le film va faire un peu réfléchir, va un peu rester en tête, et que peut-être qu'il sera un peu réévalué plus tard. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a une sorte de demi-teinte, comme tu le dis. Ok, il y a une scène, quand même, je viens d'y penser, où le côté où l'aspect clone des personnages est un peu mis en avant. C'est la scène où tu as le personnage de Masha qui dit « Oh putain, j'ai 2 clones, trop bien !» Oui. En fait, c'est marrant parce que c'est la seule fois où justement il se met à la place enfin pas la seule, mais il se met à la place en fait des fantasmes du personnage féminin. Et justement, on va se dire un peu qui était un peu ce côté trivial qu'on a dans le film, mais qu'on avait encore plus dans ses précédents, notamment dans Parasite. Je me souviens, tu sais, quand t'as la scène dans la cuisine des riches, où il commence à se prendre le cul, littéralement, sur le comptoir. Et c'est un peu ça, tu vois. Et tu te dis, il y a une petite étincelle, tu vois, d'humanité et de conscience aussi de soi, de se dire que, t'as un clone, c'est pas quelque chose de normal, et c'est quelque chose sur lequel tu peux quand même profiter un minimum, parce que même si dans le cas des duplicates, c'est interdit, c'est devenu interdit par par le mec, quoi, par le dictateur. C'était déjà le cas sur Terre aussi. Marshall. Marshall. C'est pas Marshall Law, mais presque. Mais oui, effectivement, c'est un truc qui est prohibé. Mais comment pareil, comment Bong Joon-ho amène ça via l'utilisation de quelque chose d'illicite, c'est-à-dire d'une drogue dans le film, où le personnage va complètement céder à tous ses fantasmes, etc., parce qu'elle est complètement droguée. Et
tu vois, il y a encore une fois un truc les personnages se révèlent vraiment Ouais. en tant qu'individus, etc. Parce que les choses extérieures, enfin, ils sont conditionnés dans un vaisseau, et les choses extérieures et illicites vont un peu les révéler en tant Après, que... c'est de la désinhibition, mais Oui, c'est bien quelque chose sûr. qui est déjà là, parce que bon, je disais que c'était la seule scène, mais pas du tout en fait. Hein. Non, en fait, il y a du Dès- cul, Dès mais... qu'il se rend compte, c'est que ça. Ouais. D'ailleurs, ça donne lieu à une scène qui est vraiment plutôt sympa à la fin. Ou À un propos de poil la tiré par les résolution. cheveux pour moi, mais c'est un poil too much là. Pour le coup, Moi, j'avoue, j'ai pas tiqué, j'ai pas j'étais en mode, ah bon, ok, tiqué. Ouais, ok, allez, on te rigole l'accorde, bien, mais quoi. bon. Mais moi, j'avoue un que je poil, préfère les films de Bong Joon-ho quand ça rigole moins et quand c'est plus sérieux. Mais je crois que en fait, j'aime le propos qu'il a. En fait, tous les 5 ans, j'ai l'impression il retourne un peu aux États-Unis pour parler des États-Unis. J'aime bien ça, mais je crois que effectivement, ces films les plus je préfère ces films coréens, je pense aussi. Hein, Ah pour bah, le coup. clairement, le ton est différent. Je pensais à The Host. The Host, c'est putain de brutal aussi. Mais je sais même pas si après Mickey 17, il va refaire des films aux États-Unis, hein, pour le coup. Ce serait bien qu'il Parce arrête. qu'il a eu un peu des galères avec Warner, avec Zaslav qui est un sacré sale con aussi. Et donc, ouais, il a eu Mickey 17 a été ressorti en 2023, je crois, à la base, 2022, 2023. Ouais, 2023. Ouais, Et il y a parce eu que beaucoup de galères et donc ça a été repoussé pendant ça a été 2-3 ans. le début du tournage devait être Ouais. fin 2022. Ouais, non, il y a eu beaucoup de galères Non, et mais- il y a eu des problèmes avec Warner. Et puis le propos se répète, je suis désolé. Non, À un je moment, pense l'écriture, que. elle devient un peu feignante et il tourne en rond. Et d'ailleurs, le pire avec tout ça, c'est que Snowpiercer, c'est un film d'une efficacité totale qui dure à peine 2 heures. Ah, c'est et là, on sent que ça se. 100 ans morte. Snowpiercer, c'est un modèle de rythme, je C'est un trouve. film qui essaye de se caler aussi sur les standards américains de la durée, ce qui n'est pas le cas de ses précédents films qui ne duraient rarement 2 heures. Le seul qui me paraissait un peu long, c'était The Host, et pourtant, c'est un film pareil qui est super bien rythmé, et c'est vrai que ce Mickey 17, il a quand même un rythme The Host, un peu étrange. The Host, c'est fabuleux. Moi, je l'avais découvert au Grand Rex quand ils avaient diffusé la nouvelle version 4K du film, en présence de Bong Joon-ho qui était là. Et C'est du énorme. coup, on avait eu le droit à quelques questions pour Bong Joon-ho. Il était venu présenter la nouvelle copie de The Host et ensuite il diffusait Parasite. Il rediffusait Parasite. Donc c'était vraiment une super après-midi. Et donc c'est dans de bonnes conditions. Et c'est peut-être pour ça que c'est un de mes films préférés de Bong Ah Joon-ho, bah, The c'est Host. sûr. Est-ce que tu savais qu'il y avait un point commun entre The Host et Mickey 17 et Okja d'ailleurs aussi? Walking Dead. Oui, en fait, il y a le personnage si je me souviens bien, au début de The Host, l'un des scientifiques américains est joué par le personnage de l'acteur qui joue Herschel dans The Oh. Walking Dead. Ok. Et du coup, Et bah, dans Okja, dans Okja, il y a Steven Yeun aussi. Ah, il est aussi dans C'est là, Okja. pour le coup, c'est même D'accord. pas un rôle secondaire, c'est un rôle principal. D'accord. Si ce n'est le rôle principal, avec la gamine et le D'accord. gros jambon. Le gros genre. Ah, mais c'est comme ça qu'il est considéré, je suis désolé. hein. Ouais. Ok, non, bah, je crois qu'on a fait un peu le tour sur, Ouais, clairement. sur Bong Joon-ho, qui est J'ai vraiment faim, en qui est un réalisateur passionnant il faut en parler de ce réalisateur. On le salue. Voilà. On le salue s'il nous écoute, bien sûr. Allez voir Mickey 17, c'est intéressant, c'est Pattinson, c'est Bong Joon-ho. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je sais pas. Rien. Rien, voilà. Abonnez-vous. Less is more. Abonnez-vous et suivez les réseaux sociaux de l'analyse, le podcast qui ne changera pas de nom. Au Peut-être. revoir, merci.